On réinvente l'eau chaude, l'émission des installateurs par Génie Climatique Magazine. Et nous voici sur le salon d'Interclimat pour ce premier numéro de notre émission. On réinvente l'eau chaude. Oui, je sais, c'est un nom prometteur. Un peu à la Génie Climatique Magazine, forcément. Et d'ailleurs, on va commencer fort, puisque cette première thématique pour ce premier jour d'Interclimat tournera autour de, roulement de tambour, la réforme du CITE, le fameux crédit d'impôt à la transition énergétique. Et j'ai à mes côtés, pour parler de ce sujet ô combien d'actualité, Thomas Périssin, vice-président du syndicat français des chaudiéristes biomasse et directeur France d'Ocofen, la chaudière à granulés. Bonjour Thomas. Bonjour. J'ai également Evelyne Bechtel, chargée de la communication au sein de l'AFPAC, l'Association française pour la pompe à chaleur, et également en charge de la communication chez Daikin. Bonjour Evelyne. Bonjour Anne-Sophie. Et puis Pascal Housset qu'on ne présente plus. Bonjour Pascal, vice-président de l'UMGCCP, la filiale génie climatique de la Fédération française du bâtiment, également gérant de Realiterm, entreprise d'installation, maintenance, de chauffage en Seine-et-Marne. Bonjour Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on le sait, les discussions pour le projet de la loi Finances 2020 sont en cours, presque abouties. Bon, bref, on devrait encore attendre jusqu'à la fin de l'année pour savoir quel sera le texte voté. On a quand même eu quelques barèmes pour ces nouvelles primes qui vont remplacer la réforme à partir de 2020, des barèmes qui nous donnent un peu une idée de ce que va être le prochain classement de génie climatique. On va rappeler la pole position, la PAC géothermique et la chaudière granulée qui remporterait 14 000 € d'aide cumulée, si je ne dis pas de bêtises, entre l'État et les C2E. Moi, j'ai envie de dire, il y a au moins un heureux ici, c'est vous, Thomas, non ? Je pense qu'effectivement, on fait partie de ceux qui se réjouissent des évolutions du CITE vers la prime unifiée, même si on n'en connaît pas les contours exacts. Même si une partie de la population est un peu laissée de côté, et on en parlera, je pense, largement, puisque c'est la population qui, aujourd'hui, représente la plus grosse part des investissements dans les énergies renouvelables. Mais effectivement, après une année 2019 qui a déjà, dans un contexte moins favorable, relativement au bois par rapport aux autres solutions, vu un très beau développement du bois énergie, 2020 est plutôt encourageant pour nous. Et vous êtes prêts, les chaudiéristes biomasse ? Et on est prêt. Je pense qu'on a la chance de vivre une croissance, certes, mouvementée depuis plusieurs années, mais globalement raisonnée. Et donc d'avoir le temps de former les installateurs, de les accompagner. Et on n'a jamais connu de boom comme on a pu en voir dans d'autres énergies, ce qui a plutôt préservé la filière d'éco-délinquance ou de problèmes qu'on peut voir et entendre aujourd'hui. Donc je pense qu'à la fois on est prêt parce qu'on a déjà connu une année de forte croissance qui nous prépare pour l'année prochaine en capacité pour fournir des machines, en accompagnement et en formation d'installateurs, et qu'on est encore une fois plutôt préservé de ces risques de voir une filière endommagée par des aides trop favorables. La formation, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, vous avez mis le doigt sur un sujet très important, ces fameux booms, cette explosion de ventes. On parle même d'invasion thermodynamique, Evelyne Bechtel, avec, je crois, une hausse de 160% des ventes de pompes à chaleur moyenne température et haute température entre les 8 premiers mois 2018 et 8 premiers mois 2019. C'est assez dingue. On devrait arriver à 100 000 pompes à chaleur aéroliques vendues à la fin de l'année, même dépasser ce chiffre. Et pourtant, la pompe à chaleur, avec ses barèmes annoncés par le gouvernement, ne va pas bénéficier d'une aide aussi importante qu'elle aurait pu en 2019. On a vu l'ANA qui aussi réduisait son aide agilité, passer de 10 000 à 4 000 €. Ça vous fait pas un petit peu peur, finalement, cette variation en dents de scie que devrait connaître le marché de la pompe à chaleur ? Alors, vous appuyez sur un point en effet très important, cet effet de yo-yo qui est regrettable finalement dans ces décisions qui sont prises autour du CITE. L'AFPAC était pleinement favorable à la modification du CITE sous forme de prime. Ce que l'on a pu regretter en revanche, ce sont les décisions non concertées de modification de plafond, de montant, qui ne permettent pas d'avoir une visibilité. Ce que l'on regrette vraiment, c'est cette visibilité. Toute la filière s'organise et investit et manque
de visibilité du fait de ces changements. Vous soulignez le CITE, vous parliez également de l'annonce de l'ANA qui, le 10 octobre, le lendemain de son conseil d'administration, annonçait un arrêt brutal de prise en charge des dossiers. C'est vraiment ce point-là qui est regrettable. La filière a besoin d'avoir de la visibilité. Je pense que tous les acteurs, les industriels qui investissent dans des lignes de production, qui s'assurent de prévoir les équipements nécessaires, les qui ont été mis sous installateurs, tension là ces derniers mois aussi. qui ont été mis sous tension, mais qui, je pense, ont plutôt bien réagi et fait le nécessaire, parce que globalement, on est sur un marché certes en tension, mais qui néanmoins réussit à fournir des équipements. Donc on a besoin vraiment de cette constance, et ça, c'est un message fort que l'AFPAC soutient et que tous les membres de l'AFPAC soutiennent. Alors parlons encore de cette réforme du CITE avec ces nouveaux barèmes. Il y a clairement la mal-aimée du gouvernement, c'est la chaudière gaz. Pascal Housset, je vous regarde parce que c'est avec vous qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet. On a quand même senti là une petite pointe d'espoir, puisqu'apparemment un amendement a été voté, je crois, au sein du Parlement, pour une aide de 200 € allouée aux ménages les plus riches. Quand bien même l'avenir semble compliqué pour les chaudières gaz. Pascal, c'est un sentiment que vous partagez. Est-ce que vous avez peur pour 2020 ? Alors, tout d'abord, je voudrais juste rebondir sur les dispositifs, puisque tout n'est pas noir non plus. On est mi-figue, mi-raisin, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de bonnes nouvelles. On a parlé de la géothermie tout à l'heure. Nous, on se réjouit. À l'UMJCP, dès le début d'année, on a travaillé avec la filière pour promouvoir les solutions de géothermie, qui peut être effectivement une bonne solution, et notamment au milieu rural. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt une belle évolution. On peut se réjouir aussi, même si ce n'est pas le sujet, c'est autour de la ventilation, la qualité d'air. Sur ce salon, cette semaine, on en parle énormément, et ça, c'est plutôt une belle avancée également. Et puis, il y a l'autre point dont vous avez cité, c'est effectivement, on va dire, ce revers de la médaille qui est, je dirais, la position des pouvoirs publics vis-à-vis du gaz, en sachant qu'il y a une véritable incompréhension de notre filière gaz, dans le sens où il y a un travail considérable qui est fait, des investissements importants pour le verdissement du gaz. On le voit bien avec le déploiement de la méthanisation. Et je pense que toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent, si on regarde à horizon 2030-2050, nous démontrent bien que un équilibre du mix énergétique, on ne prône pas le tout élec ou le tout gaz, mais d'avoir un équilibre aussi régional, parce qu'en fonction des régions, les solutions ne sont pas forcément les mêmes au remplacement, notamment de la cible principale que sont les chaudières fuel. On l'a vu tout à l'heure avec Cofans concernant les solutions bois qui sont intéressantes dans pas mal de cas. Voilà, donc c'est regrettable. Et surtout, il y a deux messages négatifs qui sont envoyés par cette décision. Le premier message négatif, c'est que ça veut dire qu'on exclut vraiment le gaz, alors qu'il y a des efforts de verdissement du gaz qui sont faits. Et ça veut dire aussi que vis-à-vis de toute cette filière qui est en place aujourd'hui, on va être en difficulté, en sachant que les solutions gaz, notamment je pense aux collectifs, où là on n'a pas de possibilité souvent de mettre d'autres choses. Donc là ça posera effectivement des soucis de solution, et il est regrettable. Alors on espère, comme vous le disiez, qu'effectivement au travers des amendements la solution sera revue, même si les primes sont modestes pour le coup. Pour des clients qui ne le sont moins, n'en restera pas moins qu'on enverra un message fort pour cette transition énergétique. Et puis, comme ça a été dit également, de la visibilité dans la durée, c'est très important pour que le travail puisse être fait de longue haleine. Et vous le disiez, le mix énergétique, c'est ça qui devrait être l'avenir, enfin du moins la solution de ce grand remplacement. La question, je vous la pose à chaque fois, mais il n'y a pas de solution unique au remplacement du fioul. Non, il y a de multiples solutions. On en parle un peu plus, l'hybridation des systèmes. Alors quand on parle de l'hybride, c'est la pompe à chaleur qui peut être couplée avec du bois, qui peut être couplée avec du solaire, qui peut être couplée avec des pompes à chaleur gaz, avec des chaudières gaz à condensation. Les technologies évoluent, les performances évoluent. Et puis d'ailleurs, je tiens aussi à souligner le fait que la filière s'est vraiment mobilisée. On l'a vu avec le travail qui a été fait avec l'AFPAC depuis le début de l'année. Il y a eu vraiment de grandes concertations, aussi pour
pour lutter contre l'écodélinquance, alors qu'on trouve moindre mesure au niveau du gaz, mais où on avait des craintes au niveau des pompes à chaleur. Mais dès le début d'année, la filière s'est organisée pour lutter contre ce phénomène. Alors, d'une manière générale, et là je vous pose la question à tous les trois, qu'est-ce qu'on fait de ces ménages aisés qui sont complètement oubliés de la réforme du crédit d'impôt, ou du moins qui sont vraiment mis de côté? Comment on peut faire pour que ce ne soit pas un frein au développement, à ce grand remplacement du chauffage en France? Alors, je vais commencer en parlant du bois. Bah oui, allez-y. Je ne pense pas qu'il soit complètement laissé pour compte, en tout cas pas sur le marché qui nous concerne, nous. Plus spécifiquement sur le bois et le bois granulé. Notre marché naturel, c'est du remplacement de chauffage, du remplacement de chaudières et d'équipements existants. On est très peu présent sur le neuf individuel. Dans le collectif, le bois est très présent sur les projets neufs, mais dans l'individuel, on est vraiment sur le marché depuis 15 ans, globalement du remplacement d'équipements. D'équipements fuel D'équipements et donc d'équipements fuel. Donc notre marché naturel, c'est le remplacement du chauffage au fuel. Il se trouve que depuis un an, il y a une politique volontariste pour sortir le fuel, et donc ça a dynamisé notre marché, mais qui est notre marché naturel. Et donc je ne pense pas qu'il soit complètement laissé pour compte, puisqu'il reste le coup de pouce. Donc c'est le côté finalement aide privée. C'est ça, les C2E. Mais néanmoins, ce n'est pas une aide anecdotique, c'est une aide qui reste significative. Donc je pense que le message reste tout de même vers ces ménages-là, changer de solution, aller vers une autre solution pour laquelle nous, alors c'est plus l'État directement, mais nous vous soutenons. Donc je pense que le message reste néanmoins celui-là et qu'il reste des aides. Effectivement, je peux que regretter avec mes collègues la discontinuité indépendamment des aides relatives. Ce qui est sûr, c'est que depuis 15 ans, on peut tous regretter, mais je pense qu'on l'a déjà fait, qu'il n'y ait pas une vision à long terme, qu'il n'y ait pas une planification. Et finalement, on peut se poser la même question avec les aides qui sont proposées aujourd'hui. Quel sera le mix énergétique demain ? Puisque on parle de gaz vert ou d'électricité verte, ou du bois, on peut se dire la même chose. Est-ce qu'il y aura du bois ? Est-ce qu'il y aura de l'élec ? Donc, c'est vers quoi on est en train de nous emmener comme mix énergétique, et est-ce qu'on sera capable d'y satisfaire ? Et est-ce que ça ne va pas changer en 2021 ? C'est ça aussi. Est-ce qu'en plus, ça ne va pas changer en 2021 ? Mais pour répondre, je pense néanmoins que sur ce 9e et 10e décile, qui ne sont pas encore très bien définis, on ne sait pas bien où seront les limites de revenus, il reste malgré tout ce coup de pouce. Mais on assiste quand même à cette bascule du public vers le privé. Clairement, l'État abandonne ces ménages. C'est ça, un dernier mot là-dessus, après je vous laisse la parole. Il n'abandonne pas que ces ménages-là. Si vous avez vu les derniers chiffres de financement de la transition énergétique, ils sont en baisse d'une manière générale, et ils sont particulièrement en baisse sur le financement public. Donc effectivement, on est en train, moi je trouve, on privatise la transition énergétique. C'est un avis que vous partagez, Evelyne ? Alors, moi, je voudrais revenir en effet sur le point des ménages aisés. Aujourd'hui, ce sont quand même ces ménages qui représentent une grande majorité des rénovations PAC qui sont faites. Donc, en effet, ces annonces qui sont, je dirais, un peu brutales, désorganisent, sont compliquées à anticiper, même si on peut en comprendre l'esprit. Donc, je reprends cette idée de dire attention au yo-yo. Et puis, à l'extrême, puisqu'on parle des ménages aisés, mais aujourd'hui, et notamment pour la pompe à chaleur, l'inquiétude, en tout cas, de l'AFPAC réside autour du reste à charge pour les ménages modestes et très modestes, les délais de traitement aussi, qui seront liés au traitement des primes pour l'année prochaine, puisque CITE, ANA, on va avoir un traitement couplé, mais visiblement les contours du traitement sur le premier trimestre demeurent encore assez flous, et on peut s'interroger sur la possibilité de ces ménages modestes et très modestes de patienter 3 mois pour récupérer des fonds avancés. Donc c'est toujours cette crainte de ralentissement brutal qui, je le dis encore une fois, désorganise la profession au sens général, puisque tous les acteurs mettent des moyens importants pour accompagner cette transition énergétique, que ce soit les industriels, que ce soit les installateurs, que ce soit les organismes qualificateurs. Le recrutement est un vrai sujet, donc on va dans un sens de renforcement de nos équipes, mais demain, on a besoin de visibilité. Toute entreprise a besoin de se structurer, et le recrutement, le changement d'une ligne de production, ça ne se fait pas en 3 mois. Et cette réforme, justement, du crédit d'impôt, Pascal, est-ce que vous avez senti sur le terrain
les clients qui se précipitaient, qui appelaient de plus en plus les installateurs pour se dépêcher de faire signer des devis avant que la loi de finances 2020 ne soit votée. Oui, alors c'est sûr que c'était malheureusement une crainte à avoir, c'est qu'effectivement il y a un emballement de la machine qu'on ne souhaitait pas à ce niveau, puisque l'idée c'était de pouvoir lisser de manière organisée, de façon à pouvoir faire les travaux dans de bonnes conditions. Malheureusement, là, c'est vrai qu'il y a un emballement. Ce qu'on demande, c'est que puisse être inscrit un délai en 2020 sur les 6 premiers mois pour les réalisations de ces commandes, de façon à ce que puisse se faire de bonne manière, même si on sait que bon, on a une très belle réactivité, somme toute des industriels pour répondre à la demande produit. Néanmoins, il est vrai que pour nos installateurs, pour nos artisans, aujourd'hui, il se pose la question, c'est le problème de l'effet yo-yo, ce qui a été dit, c'est qu'on recrute, mais quand on recrute du personnel, c'est on recrute pour le long terme, et on ne peut pas dire on va recruter, former des gens pour 6 mois de suractivité, et ensuite arrêter, parce qu'il y a quand même un temps nécessaire pour former correctement les personnels, et pouvoir leur assurer aussi de la pérennité d'emploi dans la durée. Voilà, donc ça a des impacts quand même très très forts. D'ailleurs, c'est une question que nous avons posée, nous, UMCP, au pouvoir public, c'est-à-dire lorsque vous avez pris ces décisions d'économie, parce que c'est bien ça dont on parle, hein, est-ce qu'il a été envisagé d'étudier l'impact que ça pouvait avoir sur l'emploi, sur l'industrie en France, puisque nombre de produits sont fabriqués quand même sur le territoire en ce qui concerne les chaudières. Quels sont ces impacts? Et malheureusement, ça n'a pas été pris en compte forcément suffisamment en amont. Voilà, donc c'est les échanges que l'on continue à faire aujourd'hui au niveau de notre fédération avec les différents ministères concernés, notamment avec Bercy également, pour pouvoir essayer de faire évoluer les choses et les décisions pour 2020. Oui, Evelyne, vous voulez ajouter ? Je voulais rajouter un point sur ce que vient de dire Pascal Housset, notamment sur la nécessité de former des professionnels. Ça prend du temps. On a parlé tout à l'heure de risques d'éco-délinquance, et ça, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, la profession est structurée, organisée. Nous sommes engagés sur la qualité de mise en œuvre des installations. D'ailleurs, l'AFPAC a mobiliser un certain nombre d'acteurs dans ce sens pour signer dès demain sur Interclimat une charte pour la qualité des installations. Et cela nécessite en effet de l'anticipation parce qu'il faut des personnels formés chez tous les acteurs de la filière pour garantir à l'utilisateur, parce que c'est bien lui dans les 15-20 années à venir qui va utiliser cet équipement, pour garantir à l'utilisateur le confort qui lui est dû sur un investissement qui reste tout de même relativement important. Oui, et puis pour éviter ces fameux margoulins qui ne cessent d'émerger depuis les offres. Même si vous ne semblez pas souffrir de ce phénomène dans le milieu du bois, Thomas Périssin, il y a quand même un manque d'installateurs formés, performants. Comment on fait aussi pour structurer toute cette filière ? Alors effectivement, je pense qu'on a cette chance. Je sais pas, je m'interroge depuis plusieurs années sur ce sujet en me disant mais pourquoi ? Alors surtout que ça devient un marché d'opportunité. Bien sûr. Donc effectivement c'est plus facile à vendre, donc potentiellement le risque est là. Est-ce que c'est plus compliqué à installer ? Après, je pense qu'il reste, c'est pas plus compliqué, c'est même devenu au fur et à mesure des années de plus en plus facile. Je pense qu'il reste un facteur à mon avis, c'est que le gaz, les LEC sont des solutions entre guillemets évidentes. C'est-à-dire qu'elles sont là et il n'y a pas à se battre pour la promouvoir. Le bois, ça reste une solution à promouvoir. Le bois granulé, le bois bûche, c'est des solutions qui sont plus des évidences aujourd'hui. Et donc, il faut la proposer, il faut la vendre à un client, même s'il y a de la demande. Globalement, ça reste une solution qui reste sur un petit marché. Et donc, il y a besoin d'être un peu plus motivé et plus d'y croire dans la solution. Là où peut-être ailleurs, on peut juste se dire, c'est une solution, il y a un marché, je vais aller la vendre. Mais voilà, c'est une analyse très personnel. Pour le marché, on avait effectivement, en tant que syndicat, en début d'année, alerté en disant les installateurs, pour le coup, sont parfois un peu lents à réagir sur des annonces qui étaient faites où on voyait bien que le marché du fioul allait
disparaître, en tout cas réduire très très fortement en 2019 et en 2018. Le premier semestre, personne en formation. Deuxième semestre, toujours personne en formation. Donc 2018, il n'y a pas eu de nouveaux installateurs qui sont allés se former sur la partie Caliboao. Donc on a attaqué 2019 avec un marché qui s'est développé très fort et avec clairement un défaut d'installateurs. Donc nos installateurs historiquement clients, globalement, ont eu beaucoup de boulot. Il se trouve qu'en milieu rural, périurbain, c'est souvent des installateurs qui font du fuel et du bois ou d'autres solutions. Et en tout cas, ils faisaient du fuel. Donc, finalement, c'était une bascule d'activité. Donc, ces installateurs-là étaient en capacité, en faisant moins de fuel, de répondre à la croissance sur les autres marchés. Oui, alors que des installateurs qui posent du gaz ou de la pompe à chaleur... En milieu urbain où ils posent du gaz, ils posent du gaz. Enfin, souvent, ils sont assez mono-énergie, particulièrement en milieu urbain. Et en tout cas, le début de l'année, on a vu effectivement une dynamique s'installer un peu sur le tard et donc des centres de formation qui étaient saturés. Je pense que ça a été vécu par d'autres énergies, mais voilà, qui ont néanmoins permis de réagir et de doubler le nombre d'installateurs formés sur le premier semestre. Donc voilà, la dynamique enclenchée, elle est bonne et elle portera ses fruits sur l'année prochaine. Dernière question à vous trois. Vous l'imaginez comment cette année 2020 dans le milieu du génie climatique? Qu'est-ce que ça va donner? Qui vont être ces fameux gagnants de cette réforme du crédit d'impôt à la transition énergétique? Pascal. On peut considérer, on va rester optimiste sur la ligne, parce que cette transition énergétique, de toute manière, je pense qu'on est tous en accord pour dire qu'il faut l'accompagner. On est dans nos rôles, chacun, que ce soit l'ensemble de la filière, les installateurs, les industriels, même la distribution qui est impactée aussi dans ce domaine. C'est vrai qu'on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas deviner les choses. Maintenant, j'ai envie de dire, le marché va se réguler. C'est-à-dire que les solutions vont se définir, les installateurs vont aller de manière naturelle ou pas, mais vers des systèmes sur lesquels ils vont y croire ou en tout cas rentrer dans la démarche et être formés pour. Donc en fait, je pars sur un marché qui va plutôt se réguler. Quitter cet effet de pointe, de toute façon, sera un mal pour un bien, parce que je pense qu'on a besoin d'un peu de stabilité et de visibilité sur la durée. Donc, comme on l'a dit en entrée de réunion, on voit bien qu'il y a un basculement qui se fait vers un accompagnement et des aides beaucoup plus privées en réalité. Il y a juste un point qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble important sur l'accompagnement des ménages les plus aisés. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a un éco-prêt qui existe, malheureusement, qui est très peu porté par nos banquiers. Donc on y travaille actuellement pour essayer de voir comment les banques peuvent davantage proposer ce financement, parce que c'est une des pistes aussi qui peut être faite. C'est de proposer davantage cet éco-prêt pour les personnes qui souhaitent faire des types d'installations dans le cadre que ce soit, d'ailleurs, peu importe la solution. Il avait été mis un petit peu de côté, cet éco-prêt. Là, il revient, on a l'impression, non un peu plus défendu. Il revient, je dirais, parce qu'à un moment donné, il va falloir quand même financer les travaux. Donc que ce soit pour des prospects modestes ou pour des personnes aisées qui n'ont pas forcément envie de bouger d'autres investissements, ça peut être effectivement une solution aussi d'accompagnement des clients. Evelyne, le mot de la fin sera pour vous. Je reste aussi optimiste, comme l'a dit Pascal Housset. On ne va pas voir un coup d'arrêt à la progression de systèmes tels que la pompe à chaleur, qui s'inscrit pleinement dans la transition énergétique. On répond à des problématiques de sobriété énergétique, de faible impact carbone. Donc je pense qu'on est plutôt avec des indicateurs au vert, même si, encore une fois, on va insister sur ce point. Il faut de la visibilité, de la stabilité et s'inscrire sur le long terme, ce qui est aujourd'hui une difficulté, mais on reste optimiste pour le développement, en tous les cas, de la pompe à chaleur. Et vous ne craignez pas l'élection présidentielle de 2021, même si ce n'est pas tout de suite, finalement, ça va peut-être encore une fois rebattre totalement les cartes, non ? Il faut juste savoir une chose, c'est que le secteur du bâtiment et toute la filière a une capacité d'adaptation incroyable. Ça, on l'a vu. Et voilà, donc ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Merci, et bon salon. Merci. C'était On réinvente l'eau chaude, l'émission des installateurs par Génie Climatique Magazine.
Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et Facebook.